Alors, difficile de faire une conclusion à une journée aussi riche. J'ai essayé quand même de reprendre au fil des interventions, essayer de trouver un fil rouge. Il y en a forcément un, enfin, en tout cas j'ai essayé d'en trouver un. Alors, le premier concerne en fait le déclencheur, les déclencheurs de ces actions Lean ou de ces projets Lean. Alors, vous êtes étonné à un moment donné que les déclencheurs n'étaient que la crise. Non, en fait, aujourd'hui, dans les exposés, il y a eu deux effectivement témoignages dont le déclencheur peut être la crise, mais il y en a eu pour les autres, en fait, c'était l'un, la menace par rapport à la Corée et le modèle de coréen pour Volvo qui allait être imposé ici en France. Pour Nexans, c'est la volonté d'améliorer ses résultats. Pour AstraZeneca, on a vu que c'était un choix stratégique de modification de leur système de distribution. Donc en fait, les déclencheurs sont multiples en fait. Et j'avais la question tout à l'heure de mon voisin qui me disait, mais quand on vous appelle, qu'est-ce qui fait? On vous appelle pourquoi? Et en fait, on nous appelle toujours parce que les gens ont un besoin en disant, voilà, il faut que je m'améliore. Donc les déclencheurs peuvent être une menace parce qu'il faut s'améliorer, parce que le chiffre d'affaires est en train de perdre, de partir, une volonté de s'améliorer fortement. Donc en fait, il n'y a pas de déclencheur Lean. Il y a chaque fois un contexte qui fait qu'on a besoin de lancer une chose. Par contre, il y a quelque chose qui est commun à ces grands projets Lean, c'est chaque fois l'ambition de rupture sur les résultats. Et là, je pense qu'il faut faire un distinguo entre les projets Lean qui loupent, les 75% dont on a parlé ce matin, et ceux qui marchent, les 25% qui marchent. On a vu, moi je connais la plupart de ces missions, mais je ne les connais pas tout en détail, donc j'ai revu encore et réécouté les résultats. Tous ces résultats sont faramineux. Quand on parle de réduire les stocks dans des proportions considérables, d'augmenter la qualité de service, de réduire les délais de façon aussi forte. Donc il y a chaque fois en fait, derrière ces projets réussis, une ambition d'un résultat extrêmement fort. Donc ça, je pense que ça c'est quelque chose qui caractérise les projets qui marchent, ou les initiatives qui marchent, qui ne sont pas toutes d'ailleurs sous le mode projet. À table, à midi, elle me disait on veut faire de l'amélioration continue. Je pense qu'en fait de l'amélioration continue, on ne fera pas vraiment du bon Lean. Parce qu'on ne va pas aller chercher cette rupture et on ne va pas changer de paradigme. Donc pour changer ce fameux paradigme qui fait qu'on change la culture globalement, on voit les choses d'un autre œil, il faut se dire on change. Et là, je fais le parallèle avec ce qu'on nous a présenté sur Toyota ce matin. Toyota, en fait, la famille Toyota n'a été pratiquement, si j'ai bien compris, motivée par le fait toujours de se battre à un moment donné contre Nissan qui a eu le prix Deming, de se battre contre les Américains qui avaient une productivité une fois supérieure. Donc en fait, chaque fois, les objectifs qui se mettaient, des objectifs très très ambitieux et de rupture. Donc ça, je pense que c'est ce qui caractérise, ce qui se devrait caractériser en fait chaque fois un bon projet ou une bonne action Lean. Donc ensuite, il y a une deuxième chose que j'ai constatée, et là aussi qui est un écart par rapport qui est une démystification qu'on va le faire aujourd'hui, c'est que chaque fois les démarches ont été spécifiques. On a entendu des projets, on a entendu des task force, on a même entendu de l'intérim, du management de transition. Donc en fait, la forme que prend la transformation est chaque fois très spécifique au cas, très spécifique à l'entreprise, à son contexte, à sa maturité. Et ça, c'est, je pense, une des clés de succès. Vouloir copier un projet de déploiement qui marche ici, dire il marchera ailleurs, est sûrement une erreur. Il faut chaque fois se poser la question, en fonction de ce que je cherche, en fonction de mon problème, quel est le bon chemin. Serratisi, David Park nous a expliqué que lui n'avait pas le choix, il avait essayé, il n'allait pas réessayer une deuxième fois de la même manière, donc il fallait donner la main à quelqu'un qui ferait la démonstration que ça marchait, et ensuite pouvoir construire et pérenniser la chose. À l'inverse, chez Nexans, le projet a été mené progressivement, avec implication, etc. Donc en fait, en fonction des contextes de chacun, je pense que la démarche doit être spécifique. Ensuite, le troisième point, c'est qu'il y a risque de rechute. Donc là, on a beaucoup parlé du rythme. Ce que l'on voit qui marche,
c'est bien souvent lorsqu'en fait on a fait la démonstration que la rupture de performance était possible dans des proportions importantes, et qu'ensuite on se donne beaucoup de temps pour l'inscrire dans les gènes de l'entreprise. A contrario, des projets qui seraient très lents et qui veulent faire de l'augmentation de culture progressive se perdent généralement dans le temps, coûtent assez cher. On a toujours en tête que le coût d'un projet est proportionnel à sa durée. Donc en fait, un projet qui se donne du temps d'entrée et qui ne se donne pas un objectif de rupture et de résultat rapide risque en fait de passer à côté de son bien fondé. Chaque fois, l'idée de dire on va chercher de la rupture très vite, on fait la démonstration donc que c'est possible, c'est ce qu'a fait Toyoda chaque fois dans toutes les explications. Il est allé très vite au départ, et ensuite il l'a même imposé, et on a vu d'ailleurs qu'il avait fait signer dans ce qui est au personnel qui est réticent que ce devait être obligatoire d'appliquer les solutions. Donc je pense que ça c'est la bonne démarche. Et les témoignages aujourd'hui m'ont confirmé que ce qui marchait bien, c'était lorsqu'on avait rapidement fait une rupture, que cette rupture constatée était donc faisable, faisait la preuve de l'aptitude, et qu'ensuite on obligeait les gens finalement à changer de paradigme et à rentrer dans ces démarches-là. Et que là par contre on peut se donner du temps. Là il est même nécessaire de se donner du temps, parce qu'il va falloir que les esprits changent, que les choses s'inscrivent dans les gestes, que les gens touchent la réalité. Ensuite, on sait que la mémorisation se fait par le corps. Ça, on l'a beaucoup constaté chez Corrège. À partir du moment où en fait on parle de quelque chose, c'est beaucoup moins facile de le mémoriser. C'est beaucoup plus facile si on l'a touché. Et en fait, lorsque les gens font, lorsqu'ils touchent ensuite quelque chose, ça s'inscrit beaucoup plus facilement dans la mémoire et donc avec des chances de pérennité. Donc ça, pour moi, ça fait partie aussi d'un des points clés. Autre point clé, c'est que les solutions sont simples et non pas simplistes. Donc, pour répondre à Philippe Bivet, rien ne se fait sur un coin de table. Il faut beaucoup de temps et d'énergie pour trouver des choses à simplifier. C'est un travail colossal. Et c'est un travail d'innovation. Alors, là, il ne faut pas croire non plus qu'une solution simple peut se coller et se reporter ailleurs. À chaque présentation, je découvre, moi, la richesse des astuces et des solutions qui ont été mises en œuvre. Je ne connaissais pas le coup des bandelettes colorées sur les chariots de cératizite. J'ai trouvé ça génial. On a vu chez Nexans le fait de faire des cambans avec le touret lui-même. Chaque fois, en fait, il y a une volonté de chercher une solution qui soit originale et qui est le fruit du travail des gens de terrain. Et ça, c'est un travail colossal. Donc on ne peut pas imaginer de dire « j'ai déjà fait ça dans une autre usine, je le fais ailleurs », parce qu'en fait, il n'y aura pas d'appropriation, d'une part. Deuxième chose, à partir du moment où il n'y a pas d'appropriation, il n'y aura pas de fierté ni de reconnaissance de l'avoir fait, d'autre part. Et troisième chose, c'est nier un des principes du livre de Chevet de notre ami, là, qui dit qu'il doit y avoir fierté, que les gens doivent mettre du cœur à l'ouvrage. Et donc si on leur demande de contribuer à chercher ces solutions, même si on en retrouve chaque fois de nouvelles, je pense que ça c'est une vraie clé du succès. Donc vouloir déployer un truc qui serait génial pour être lu par les uns et l'imposer aux autres, je pense que c'est nier ce risque, enfin c'est aller dans ce risque de coller de mauvaises solutions d'une part, mais de ne pas avoir cette appropriation. À partir de là, bon, je pense qu'on a compris que si on suit ça, chercher des solutions, chercher des démarches originales, c'est un véritable travail de laboratoire qui n'est jamais terminé. Donc on ne peut pas imaginer d'avoir un ligne prête à l'emploi dans la mesure où on ne sait pas le définir. Donc on a je dirais, des repères, on a ces guides. Bon, nous, c'est notre métier d'être un laboratoire en permanence de démarches spécifiques et de solutions originales. Donc comment chaque fois trouver la bonne démarche, ça c'est compliqué. Et alors je vais vous expliquer pourquoi c'est nécessaire. C'est qu'en fait les cultures sont toutes différentes. Donc non seulement les entreprises sont différentes, mais il n'y a pas du tout, et la question a été posée tout à l'heure à Marc Jadot, il n'y a pas du tout le même rythme sur les entreprises. Une entreprise qui est une start-up se fiche un peu de la robustesse et va aller très vite dans le secteur médical,
la fiabilité, la robustesse démontrée, les choses éprouvées est totalement incontournable. Ça fait partie de leur tempérament. Ce sont des sociétés qui sont managées par des pharmaciens. Un pharmacien ne prend pas de risque. Donc les rythmes sont différents selon qu'on travaille dans la pharmacie, selon qu'on travaille dans l'automobile, on n'a pas au même rythme. On n'a pas la même culture et non pas les mêmes repères. Nous qui intervenons partout dans le monde, selon qu'on travaille en France, alors selon qu'on travaille au nord et au sud, c'est pas pareil. Hein, aller travailler dans la vallée de Cluse, là, chez des décolteurs, vous verrez qu'ils sont plus pragmatiques que la plupart des plus pragmatiques de Corrège. Et lorsqu'on va dans la région parisienne, c'est différent. Lorsqu'on va en Bretagne, c'est différent. Donc en fait, il y a déjà des styles de travail qui sont différents et les solutions doivent être adaptées à ça. Par exemple, nous, on a de très gros succès sur des solutions lean en Haute-Savoie, parce que les Savoyards sont des gens qui ont les pieds sur terre et qui trouvent des solutions très rapides. De la même façon, il y a des gros écarts entre pays. Les Américains sont très très différents des Européens et les Asiatiques encore. Bon, au sein de l'Europe, les Suédois, les Français, les Allemands encore très différents. Donc en fait, on ne peut pas imaginer d'avoir une solution qui soit une solution qu'on porterait. Il faut que chacun se la trouve, cette solution, avec sa culture. Voilà. Et ensuite, il y a une différence aussi flagrante entre PME et grands groupes, parce que le style de management et les rôles et les jeux politiques ne sont pas les mêmes. Maintenant, ce qui est difficile, et on l'a déjà évoqué, c'est de garder ces solutions dans le temps. Nous n'avons pas de recette pour ça. Nous sommes préoccupés par ça. Ce management qui change est un vrai problème. Vous savez lorsqu'on fait des statistiques sur les performances d'entreprises, les entreprises familiales à capitaux familiaux ont une meilleure performance que les groupes boursiers, parce que les managements s'inscrivent dans la durée. C'est un des thèmes aussi et des actes, des principes du Lean, à savoir travailler avec une vision pour le long terme et investir pour le long terme, ce que font très peu en fait, et de moins en moins de groupes dont les capitaux sont détenus par des actionnaires qui attendent des rendements boursiers. Donc il y a un vrai problème pour ces entreprises-là. Je suis admiratif de l'énergie de Jean-Yves et on va essayer de l'aider au maximum chez Nexans parce que ça n'est pas facile dans ce genre d'entreprise cotée en bourse. Donc la pérennité des systèmes Lean en Occident n'est pas simple. J'espère que ce type de conférence vous persuadera du fait que lorsque vous avez une solution et qu'elle marche et qu'elle rapporte, et si elle est simple et bien comprise et partagée, il faut la garder. Et voilà. Je vous remercie. Et puis, messieurs les présidents, eh bien, c'est à vous le mot de la fin pour cette journée. Les présidents, ils vont essayer d'être libres. Et puis, par conclusion, c'est plus un constat. Enfin, c'est un public passionné. Il n'y a qu'à voir les échanges qui ont eu lieu, premier point. Deuxième point, des présentations très professionnelles qui montrent plein de savoir-faire. Et troisième point, au-delà finalement le lien commun entre ces présentations, c'est l'aventure humaine qu'il y a derrière. Et finalement, ça, c'est le cœur de notre métier. On est au service des hommes. Et je pense que c'est notre grande mission d'ingénieur. Autrement, enfin voilà un peu. Autrement, ce que je voudrais dire, c'est merci aux organisateurs, Marie-Christine, André, Hervé, Jean-Paul, je crois que j'ai oublié personne, hein. Voilà, parce qu'après on fait toujours des bêtises. Et puis surtout, Philippe, merci aussi pour cette journée. Et merci à toute l'équipe de Corrège qui a fait des présentations, et puis aux autres personnes, je ne vais pas citer tout le monde, mais je crois que les gens ont apprécié. Voilà. Et finalement, il faut recommencer. Ils sortent bien de Bon, je ferai Lean aussi, parce que l'horaire est... D'abord, c'est l'esprit de la journée, et ensuite, voilà, l'horaire est à tenir. Donc, moi, ce que j'ai en clin d'œil retenu, que
que le Lean n'est pas gratuit, c'est ce que nous a dit Corrège, mais ils nous ont dit aussi que le Lean doit s'autofinancer. Donc vous prenez entre les deux, je ne sais pas ce qu'il faut retenir. Alors par contre, le Lean, c'est un fil conducteur, une finalité, dans la démarche, dans la succession des managers qui arrivent dans les grands groupes, dans le référentiel de l'entreprise, il doit être gravé si on veut que ça tienne. J'ai retenu ça. J'ai été impressionné par les résultats. On a beaucoup de 95%, donc vous voyez, pour les plus jeunes, c'est les 7% qui vous restent à travailler. Là, ils sont difficiles à faire. Moi, j'ai toujours eu des clients, Airbus, Boeing, compagnie, qui m'ont toujours dit ces 5%, on va les analyser un par un, détail par détail. Vous connaissez la chanson. Donc, vous avez du pain sur la planche, mais la méthodologie a été exposée aujourd'hui. Donc, nos problèmes, vous avez les outils. Donc tout ce qu'on a vu doit vous rendre optimiste parce que en fin de compte le Lean c'est une démarche ouverte, ça vous ouvre des horizons, elle n'est pas bloquée, elle n'est pas limitée, c'est intéressant de pouvoir se dire qu'il y a un long chemin devant pour atteindre toujours l'asymptote. Donc je me joins également à Serge à Jacques pour vous féliciter pour les résultats que vous avez présentés. Un grand merci aux organisateurs, à Philippe Préjean, ses équipes, et puis à tous les intervenants. Et je vous souhaite une bonne fin de week-end, et puis bravo d'avoir consacré un samedi. Ça montre qu'en France, il y a des gens sérieux qui savent prendre sur leur temps personnel, comme des Coréens, jour et nuit, corvéable. Vous êtes les meilleurs, et vous le prouverez.